c'est une sortie qui a le mérite d'être claire. Mohamed Bazoum goûte très peu la prise de pouvoir par les militaires au Mali au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron à Paris. Le président nigérien a dit, je cite, « Il ne faut pas permettre que les militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front, que les colonels deviennent des ministres ou des chefs d'État. » Une sortie qui a provoqué l'ire de Bamako, qui estime que ces propos vont à l'encontre des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Dans quel contexte situer cette sortie de Mohamed Bazoum? Quel impact la sortie peut-elle avoir sur les relations entre les deux États? Et quelle influence dans la stratégie commune de lutte contre le terrorisme dans le cadre notamment du 5 Sahel? Niger, critique de Bazoum envers la junte malienne, du rififi dans les relations entre Niamey et Bamako, c'est le thème principal de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Emel Guérin, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Seydou Kausen Maïga, bonjour. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger Debout, un cadre d'action qui regroupe donc des mouvements et des partis politiques au Niger. Alors, dites-moi, Seydou Kausen Maïga, qu'est-ce que cela inspire, cette première sortie, on va le dire, du président nigérien, une sortie qui se fait donc dans le cadre d'une conférence de presse conjointe aux côtés d'Emmanuel Macron? S'est tenu il y a exactement 30 ans, le 29 juillet 1991. C'est là qu'on a connu Bazoum, et c'était quelqu'un qui a toujours été maladroit dans ses propos, qui n'a jamais été diplomate. Et même par après, quand il a été intégré dans le gouvernement de transition à l'époque, c'était quelqu'un qui a toujours été maladroit. On se rappelle d'une de ses phrases célèbres qui disait « Et Taïwan ou le chaos », parce qu'à l'époque, il voulait que le gouvernement nigérien, pour bénéficier des 15 milliards qu'ils ont d'ailleurs détournés, puisse aller vers Taïwan et renoncer à la Chine. Et depuis, toujours, on a connu Bazoum, c'est quelqu'un qui est très, très maladroit, je le répète. Et d'ailleurs, par rapport au Mali, si vous vous rappelez, lors de son investiture en avril dernier, il a fait aussi une bourde là, parce qu'il avait dit que ce serait sa priorité, parce que le Mali est pratiquement le cheval, vraiment la faiblesse du Sahel par rapport à tous ces États, c'est l'État le plus, dans l'armée la plus faible. Maintenant, ce qui est choquant dans les propos de Bazoum lors de cette conférence de presse, c'est qu'il est allé trop loin, plus loin que d'habitude, et chaque fois il va plus loin. On ne lui a pas posé la question, et il se permet de dire que l'armée n'est pas à la hauteur de sa mission, et que les armées ont échoué. Mais on se rappelle au Niger que Bazoum a été l'un des premiers qui a salué le coup d'État de Salou, qui lui a permis de venir au pouvoir par la suite. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux, quelqu'un qui n'a pas une logique. La seule chose, c'est de dire des choses pour choquer d'autres, ou bien pour plaire à celui qui est à côté de lui, qui des fois lui donne des ordres. Donc c'est cela notre lecture, et on est bien dessus, parce qu'au Niger, on ne partage pas le point de vue de Bazoum, et c'est pour ça que sa nigérienneté est discutée. Et d'ailleurs, la preuve, tout Nigérien digne de ce nom, c'est que les liens séculaires qui unissent le Mali et le Niger dépassent certaines considérations. Mais la preuve est faite aujourd'hui que Bazoum n'a pas cette conviction d'être Nigérien d'origine. Alors, Emel Guérin, on a vu donc cette sortie du président nigérien. Qu'est-ce qui peut expliquer ces propos-là? Ce sont des propos, on va le dire, très durs à l'encontre de la junte malienne. Les colonels sont faits pour être au front. Il n'est pas question pour des colonels d'être ministres ou chefs de l'État. C'est le front terroriste qui est abandonné. Oui, il faut analyser les propos du président Nigérien Bazoum dans un contexte pluridimensionnel, c'est-à-dire le contexte personnel,
le contexte est lié à la réalité du Niger même, et puis le contexte diplomatique et le contexte philosophique, scientifique. C'est-à-dire que Bazoum, vous le savez, que avant de prendre ses fonctions, a fait le coup d'État manqué qu'il y a eu au Niger, c'était contre Bazoum et non contre Mamadou Issoufou. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un dont la légitimité est contestée au Niger même. Vous voyez, donc ces gens-là ont peur des militaires. Or, sauf que ils oublient que pour sauver leur pouvoir, ils appellent ces militaires pour mater la population. Ce qui s'est passé exactement lors des dernières élections présidentielles au Niger. Ce sont les forces de l'ordre qui ont maté la population, qui ont blessé la population, qui ont tué des gens. C'est ce qui se passe partout en Afrique. Ça veut dire quoi? Le pouvoir civil a toujours besoin des militaires pour garder le pouvoir. Ça fait un. Diplomatiquement, je crois que c'est très maladroit de dire des choses comme ça. Je crois que le ministre des Affaires étrangères malien, Ablaye, a d'abord appelé l'ambassadeur du Niger au Mali pour lui exprimer le mécontentement clair et net du pouvoir malien, de la gestion au pouvoir. Cela dit, c'est le contexte philosophique qui m'intéresse. Est-ce que les militaires ont droit de la cité? Mais on oublie que ces militaires, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos femmes, ce sont nos maris qui sont des militaires. Et le peuple n'a jamais été représenté dans les forces militaires dans une nation. Malheureusement, cette démocratie que nous avions importée nous fait croire qu'il n'y a que le modèle occidental qui soit le meilleur dans le monde. Et même dans les écoles de scientifiques, on ne parle que de modèle occidental. Ce qui est maladroit, ce qui est faux. Rappelez-vous que, historiquement, les militaires sont d'une manière traditionnelle et civilisationnelle. C'est eux qui gèrent le pouvoir. Qui devient chef dans nos traditions, dans nos civilisations? C'est le plus fort d'une société, d'une nation qui devient chef. Et la plupart du temps, lorsque nos militaires reviennent d'une expédition, ils sont acclamés par les femmes, par le peuple. Alors, si aujourd'hui, les militaires, certes, je suis d'accord qu'ils sont appelés à maintenir l'ordre, à défendre les territoires, mais lorsque les militaires voient une situation compliquée, comme ce qui se passe aujourd'hui en France, les militaires sont sortis pour briser ce dogme de la grande muette, pour briser ce mythe-là, pour dire ça ne va pas, ne nous amenons pas là. C'est simple à comprendre. Nous ne voulons pas en arriver là parce qu'après, c'est nous. Et n'oubliez pas que les militaires vont jusqu'au sacrifice suprême. Ils offrent leur vie pour nous défendre, pour nous protéger. Et ce sont les civils, la plupart du temps, qui sèment le bazar dans nos nations, et qu'après, ce sont les militaires, encore tous les militaires, on les traite de violents. Je pense que la doxa veut nous faire croire, nous mettre dans notre imaginaire, dans notre inconscient, que les militaires sont violents, il faut avoir peur d'eux, il faut laisser les civils, et que ce sont les civils qui ont le monopole de la violence. Ce n'est pas vrai. Alors, Lamine Tissé, Bamako a vivement protesté donc contre ces propos, des propos très critiques envers les militaires maliens putschistes. C'est une réponse qui, selon vous, s'entend. Est-ce que la réponse est, selon vous, adéquate? Est-ce que Bamako n'aurait pas pu, je ne sais pas, prendre un autre moyen de s'exprimer? Non, moi je crois que le président Bazoum a été très violent. Très violent, d'autant plus que moi, c'est pas le contexte, c'est l'endroit. C'est l'endroit où il a fait cette déclaration. Mais quand ils sont devant le président français, c'est comme si c'est les mouches qui les piquent, quoi. Le président français, c'est quoi? À la limite, c'est quoi? Lui, il a été élu par le peuple nigérien. Donc, nous sommes dans un contexte communautaire au sein de la CEDEAO. La CEDEAO a une position par rapport au Mali. Pourquoi il ne peut pas s'allier à cette position? Si la CEDEAO est dans la dynamique d'accompagner, et ce n'est pas une des premières au Mali, mais lui qu'il se mette dans cette dynamique-là. Maintenant, je pense que il n'est pas tellement en cohérence avec lui-même. D'autant plus que si je ramène cette situation à lui, Bazoum, c'est à la faveur d'un coup d'État que Youssoufou a été président de la République. Coup d'État conduit par Salou Djibo. Mais Tandja a été déposé. Ça, c'est un coup d'État réel parce que Tandja a fossoyé, il a mis en quarantaine toutes les institutions de la République. Il a voulu aller à un troisième mandat. Et ce coup d'État a été salué.
Ça a été applaudi. Nous, en tant que société civile, nous avons dit bravo. Et la CEDEAO a fait le même jeu, hein, pour dire on condamne, mais ils sont venus accompagner jusqu'à une transition. C'est ce qui a amené Youssoufou. Donc sans ce coup d'État-là, est-ce que Bazoum serait là? Le problème se pose. Maintenant, il faut qu'on essaie de relativiser ce qu'on appelle coup d'État. Moi, c'est le mot coup d'État même qui, quand il parle du contexte malien, il a fait une déclaration contre le peuple malien. Parce qu'il faut prendre cette n'est-ce pas, ascension des militaires aujourd'hui à la tête de l'État, avec la société, avec les populations, la société civile, la classe politique. C'est le peuple malien qui a opéré une révolution pendant plus de 6 mois. C'est dans ce contexte-là. C'est le peuple malien qui dit nous ne voulons pas. Parce que le Mali était confronté à un problème de sécurité. Le Mali est dans la partition. Le Mali est confronté à la corruption et à un déficit de démocratie et de gouvernance. Mais le peuple a dit... Et puis, jamais au Mali, hein, parce que c'est les populations dans leur globalité, les chefs religieux, tout le monde était là. Donc, Bazoum devait respecter cela. Il devait respecter cela. Ne pas voir les militaires maliens, voir le peuple malien. C'est un combat du peuple malien. C'est extrêmement important. Maintenant, moi, je n'appelle pas ça un putsch. Moi, je dis que c'est une révolution populaire qui a amené les militaires. Donc, ils ont la caution du peuple malien, ces gens-là. Mais Bazoum lui-même, Bazoum lui-même, on vient de passer des élections présidentielles, législatives. C'est à l'issue de cette élection que lui, il est au pouvoir aujourd'hui. Mais cette élection est contestée. Dans le processus, l'État a été utilisé. Les instruments électoraux ont été utilisés. Il y a d'autres opposants qui ont été bâillonnés, etc., jusqu'à ce que lui, il est élu. Mais si, par exemple, nous voulons faire une analyse pragmatique de la situation, nous pouvons dire que Bazoum, peut-être, moi je ne peux pas le dire, mais la classe politique et une grande majorité des populations disent que le suffrage a été détourné au profit de Bazoum. Que les élections ne sont pas... Jusqu'à présent, il y a des contestations au Mali. Jusqu'à présent, il y a des divisions, du moins au Niger. Jusqu'à présent, il y a les contestations au Niger. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont en prison au Niger. Jusqu'à présent, la classe politique ne s'est pas réunie pour dire... Mais c'est ça qui devait être, d'abord, le champ de bataille du président Bazoum. Donc, de quel coup d'État on parle, finalement? Aujourd'hui, nous assistons à des coups d'État constitutionnels et institutionnels. On utilise les institutions et les constitutions pour faire des coups d'État. C'est plus scientifique, détourner le suffrage du peuple. Alors qu'au Mali, ils sont abondés dans le sens de la volonté populaire. Je crois qu'il faut nuancer cela. Voilà. Alors, Sédou Kaoussen Maïga, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, du pragmatisme dans les propos de Mohamed Bazoum quand il dit les colonels deviennent des ministres et des chefs d'État, ce n'est pas à conseiller dans un contexte sécuritaire délétère. Quel contexte sécuritaire actuellement dans le Sahel? Est-ce que quelque part, ce n'est pas vrai quand même? Monsieur Johannes, comme disait Cissé, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais Bazoum dont on parle, on sait qu'il est, il a une histoire et il a des faits qu'il a posés sur lesquels on peut se baser pour critiquer toute sécurité. Avant le coup d'État, le fameux coup d'État qu'il a fait et qu'il a fait venir au pouvoir, il y a une phrase célèbre de Bazoum qui est restée dans les mémoires, là où il dit, dans le contexte actuel, un coup d'État serait le bienvenu. Il l'a dit et les articles sont là. Ils ont réclamé un coup d'État. Il se faut bien avant, à 3 reprises, à réclamer un coup d'État. Au temps du général Baré Menassara, le président de FA, Youssouf est même sorti. Bazoum était avec lui. Et ils ont demandé à ce que l'armée désobéisse à Bazoum, à Baré et qu'elle les mette aux arrêts. Et on connaît la suite. Donc c'est pour vous dire que le contexte actuel n'est pas du tout favorable à de tels propos. Et M. Johannes, à quoi servirait la diplomatie si les chefs d'État peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête? Et je suis d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui, déjà, Bazoum a une légitimité contestée. La semaine dernière, l'avocat de Bazoum était à la cour de la CEDEAO pour contester, pour déposer une plainte contre
tout ce qui a fait la fraude électorale. Bazoum, à mon avis, veut faire parler de lui, juste comme président du Niger. Il veut faire le buzz, que tous les médias parlent de lui comme étant le premier responsable du Niger qui a parlé. Donc déjà, il est en train de se légitimer parce qu'au Niger, beaucoup de gens ne l'appellent pas président, chef d'État. C'est contesté, majoritairement. Donc, à mon avis, parler du fait que les colonels ne doivent pas être au pouvoir. M. Guérin l'a dit tout à l'heure. L'armée a toujours eu vocation de gérer le pouvoir. Et d'ailleurs, regardez l'histoire récente du Niger, pour ne pas dire de toute l'Afrique de l'Ouest. Les militaires ont fait la fierté de nos États et c'est eux qui ont fait les plus belles années de direction de nos États parce qu'au Niger, par exemple, Séni Kountché, le général Séni Kountché, c'est pendant son règne, même s'il est contesté aussi à certains égards, qui a eu la plus belle période de développement pour le pays. Alors, à mon avis, si, Bazoum devrait le dire, c'est dans un cadre restreint, du G5 Sahel ou d'une autre réunion, mais pas de façon publique, parce que, effectivement, c'est une révolution populaire qui a amené Hassimi Goïta au pouvoir. Le peuple malien a contesté Ibeka et l'armée était obligée de sortir pour faire cela. Donc, venir devant Macron, parce qu'on sait que Macron a un différend avec Hassimi Goïta, d'ailleurs, qui est en train de se. Enfin, ils veulent se réconcilier, ou si ce n'est pas déjà fait. Là, lui, il parle à la place de Macron. Comme disent les Africains, il mange le piment à sa place, quoi. Mais il oublie, il y a le Tchad à côté. Et ce qu'il a dit sur le Tchad est encore plus grave. Et comment est-ce qu'on peut dire ce chef d'État d'un pays, le Niger, qui est d'ailleurs aussi agressé que le Mali et que le Tchad, mais qui se défend le moins, qui sort dire que nos armées ne sont pas à la hauteur de leur mission. Comment voulez-vous, M. Johannes, qu'une armée qui entend cela ait le moral pour aller au combat? Comment voulez-vous qu'une armée qui, en tant que chef, son soi-disant chef, dise qu'elle n'est pas à la hauteur? Et pourtant, on sait tous les scandales financiers. D'ailleurs, qu'il n'a pas encore dénoncé, et il n'a pas mis aux arrêts ceux qui ont détourné les moyens des forces de défense et de sécurité. Et comment voulez-vous qu'une telle armée ait le courage de se battre sur un front tel que celui du G5 et du Sahel, je veux dire. Donc, à mon avis, les militaires sont des citoyens. Ils ont droit à tout, comme tous les autres, à être au pouvoir si les circonstances le permettent. Aujourd'hui, la France fait le travail des Africains, certes, elle n'est pas là pour le faire, mais il faudra que le chef d'État, Bazoum en premier, respecte les voisins. Parce que d'abord, la paix entre les États, elle est primordiale. S'il n'y a pas de respect et de considération entre les États, cela ne va pas avancer. D'ailleurs, le monsieur Guérin l'a dit, le ministre des Affaires étrangères malien a convoqué l'ambassadeur nigérien à Bamako, certainement pour des explications. Parce que quand il dit les colonels, c'est qu'il cible personnellement Hassimi Goïta. Ce n'est pas sûr, parce qu'à côté, il y a le Tchad aussi, il y a le général Kaka, et qui tous ces deux pays entretiennent des relations vraiment de fraternité avec le Niger. Alors, qui va faire la guerre à la place des colonels? Quelque part, est-ce que ce n'est pas pragmatique? Parce que actuellement au Mali, les colonels sont à tous les postes névralgiques du pays, que ce soit au niveau des régions, en tant que pour coordonner, représenter l'État dans les régions, coordonner la sécurité notamment, au niveau des ministères régaliens, la défense, la sécurité, le président aujourd'hui qui est un colonel aussi. Est-ce que quelque part ce n'est pas, on va le dire, abandonner le travail stratégique, puisque visiblement ce sont les colonels qui coordonnent aussi l'action sur le terrain? Oui, c'est tout cette délégation, tout ce pragmatique, parce que ce ne sont pas les officiers qui vont au front en réalité. Les officiers coordonnent. Et l'armée malienne en a suffisamment pour aller au front. Goïta est toujours au front. Il coordonne toujours les activités militaires sur le front. Le problème qui se pose aujourd'hui dans nos États, c'est un problème endogène. C'est-à-dire que veut la population? Que veut la société civile? La société civile veut la paix, la sécurité. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent sont incapables de nous assurer cela. Ce ne sont pas des lois qu'ils votent, ce ne sont pas des lois qui sont créées, qui nous donnent aujourd'hui le paix et la paix. On a vu que ces états de loi, basés sur des lois, sur le droit, a échoué lamentablement.
Donc aujourd'hui, je viens de le dire, les militaires font partie de nous. Ils ne sont pas, et on ne peut pas les dissocier de nous. Et il faut que nous revenions à nos fondamentaux. Et c'est cela qui a commencé. Je vous ai dit ici que les militaires vont sortir de plus en plus. Nous ne voyons encore rien. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines au Nigeria, le Buhari même avait peur d'un coup d'État. Au point où le chef d'état-major nigérian était sorti pour apaiser les choses, dit nous n'allons pas prendre le pouvoir. Parce que la sécurité est délétère. C'est chaotique. Donc on a besoin davantage de ces militaires pour mieux apprécier. Les militaires sont beaucoup plus pros à la sensibilité du peuple. Et quand vous voyez dans ces villages nigériens ou maliens aujourd'hui, on voit c'est que les militaires, on se sent à l'aise. C'est seulement à ce moment qu'on a envie d'avaler quelque chose. La peur ayant scié dans le ventre, on a peur tout le temps de voir. Parce que ces djihadistes, je l'ai dit, c'est une guerre asymétrique où ils circulent, ils sont disséminés dans la population. Ça pose un réel problème. Donc il faut laisser maintenant les militaires faire. Parce que si cela allait bien dans ces pays-là, pourquoi les militaires iraient prendre le pouvoir? Je vous donne un simple exemple pour comprendre un peu l'idée qui a motivé ces militaires à prendre les devants de la scène. Vous voyez récemment ce qui s'est passé dans notre pays au Bénin, lors des élections. Il y a eu des forces de l'ordre qui ont été tuées. Et les gars disent, nous ne voulons plus se faire tuer comme ça. Évitons que cela n'arrive. C'est aussi simple que ça. Si avant que cela n'arrive, ils étaient montés pour dire attention, ce qui se passe, on risque d'en arriver là. On aurait dit attention, l'armée n'a pas le droit de parler. Et c'est ça le problème. Ils disent nous ne voulons plus aller mourir bêtement au front, pour rien du tout. Que les civils qui sont à la gestion de nos États s'arrangent pour que nous n'ayons pas ce genre de situation et les militaires vont rester dans les casernes, aussi simple que ça. Mais lorsque ils sont incapables de gérer et de créer des zones de tension, parce que cette crise sanitaire-là, cette crise, sécuritaire, ce n'est pas venu au hasard. C'est dû beaucoup plus au délitement de la société, de nos sociétés, au manque d'une politique de prise en charge de la jeunesse, où la jeunesse est sans boussole, la jeunesse est désœuvrée, parce que qu'est-ce qui se passe? Et ces djihadistes arrivent d'abord, idéologiquement, à saper, à maîtriser ces jeunes, à leur offrir le paix et la sécurité. Quand on vous donne des armes, vous vous sentez plus fort. Et d'où il y a des hésitations. Donc forcément, moi je pense que les Assimi Goïta et sa clique ne sont pas venus juste pour prendre le pouvoir, juste pour rester au pouvoir. Laissons-le le temps. Je vous l'avais dit, cette histoire de transition de 18 mois, ça ne tiendra pas. On ira encore plus loin. Et mon cher ami, l'ami Cissé l'a évoqué tout à l'heure, on dirait que c'est nos chefs d'État, à un moment donné, quand ils sont sur le perron de l'Élysée, quelque chose leur tourne la tête et ils veulent parler pour plaire à Macron. Parce que le contexte français aujourd'hui oppose durant Macron aux militaires. Les retraités militaires ont parlé, plus de 1000 ont parlé, et comme ça ne suffisait pas des jeunes sous l'anonymat, on parlait encore pour dire attention, ce qui se passe chez nous, ça risque de s'aggraver. C'est la même chose qui se passe ici, simplement. Ok, on vous aura compris. Lamine Cissé, rapidement avec vous pour chuter, est-ce que ces propos-là pourraient avoir une influence sur, je dirais, la lutte contre le terrorisme dans la région? Non, vous savez, le réalisme va les amener à être ensemble. Ils sont obligés d'être ensemble. Vous voyez, c'est un fait d'annonce qui... Je crois, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Mais ça n'aura pas d'impact. L'impact, visiblement, c'est ce que les autorités maliennes ont fait. Les autorités maliennes, leur action va dans le cadre d'apaiser. Parce qu'il vaut mieux de réagir. Et de réduire les angles, d'harmoniser les angles. Lui-même, ça a poussé le président Bazoum de sortir, de faire une conférence de presse et de faire beaucoup de théories que j'ai écoutées. Bon, maintenant, je pense que pourquoi on s'étonne dans un pays où il y a la partition, il y a plus de puissances étrangères sont là, le pays est en guerre, on s'étonne de voir les militaires à la commande. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils soient à la commande? Mais le Mali est en état de guerre. Soyez sérieux. Et cette diabolisation des militaires, quand ça ne les arrange pas, hein, nous avons vu Rawlins qui a conduit le Ghana vers la prospérité. Nous avons vu Thomas Sankara, c'était un militaire. Aujourd'hui, au Nigeria, on dit que le général n'est jamais à la retraite. C'est un général qui est à la tête du pays. Ok? Séni Kounché, il était quoi? Soyez sérieux. Ça dit que l'histoire est là, c'est têtu. Maintenant, il faut qu'on analyse les contextes. Moi, là où j'attends le président Bazoum,
Et j'ai une forte impression que c'est là où il doit aller. Parce que Bazoum, quoi qu'on dise, il n'est pas un homme nouveau. Il a été avec Youssoufou pendant 10 ans. Il peut être nouveau que quand ce processus de rectification, parce que moi je pense qu'il est dans un processus de rectification. Et j'ai un grand espoir, et les gens commencent à avoir un grand espoir sur lui, à dire ce monsieur-là, il va être nouveau que dans la rectification. Sinon, il va rester dans l'histoire de Youssoufou. Donc c'est sur ce terrain-là que nous l'attendons. Parce qu'en fait, le combat, ce n'est pas dire que le Mali ou bien le Burkina Faso, c'est dire dans mon pays, moi là, qu'est-ce que je dois faire? On le voit sur le terrain, il est en train de se battre, Bazoum. Qu'il continue, mais qu'il aille dans une réconciliation hautement politique avec toute l'opposition autour du Niger, comme il est en train de le faire avec la société civile, qu'il aille avec toute l'opposition. Jusqu'à présent, il y a des prisonniers politiques. Jusqu'à présent, il y a certaines classes de la société civile qui... Non, mais non, qu'on libère tout le monde. Qu'on essaie de faire ce qu'on appelle libérer, n'est-ce pas? Faire baisser la tension. Voilà, baisser la tension autour de lui. Parce que je le vois fédérateur. Et quand il va aller dans cette dynamique de fédérateur, je dirais que Bazoum est nouveau. Parce que c'est pas l'homme, c'est l'acte qu'on pose. Donc, quand l'acte qu'on pose... J'ai vu la sortie d'un grand militant de la société civile, Nuhu Arzeke, qui a fait une sortie tonitruante, il ne sait pas longtemps, mais qui est en train de dire qu'ils sont en train de voir que le président est en train d'aller vers... Eux, ils attendent pour voir, parce que toutes les revendications de l'opposition, Bazoum est en train de les prendre en compte dans son discours et dans ses actions. Donc moi, j'encourage cela. Donc il n'a qu'à faire attention pour ne pas fragiliser cette coopération régionale, ce qui nous est venu, c'est la CEDEAO. Donc il n'a qu'à abonder dans le sens, il a quelque chose à dire, il n'a qu'à aller au sein de la CEDEAO et dire. Mais sortir, faire des déclarations pour faire plaisir à Macron, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a jamais dit qu'il faisait plaisir à Macron. Nous allons ensemble, avec la complicité de la régie, suivre un court extrait donc, de cette conférence de presse conjointe-là entre le président français Emmanuel Macron et le président du Niger, Mohamed Bazoum. Notre présence militaire au Sahel s'articulera autour de 2 missions. La première consistera à poursuivre la neutralisation et la désorganisation du haut commandement des 2 organisations ennemies. La deuxième mission se concentrera sur l'appui à la montée en puissance des armées de la région. Nos adversaires ont aujourd'hui délaissé une ambition territoriale au profit d'un projet de dissémination de la menace, plus seulement à l'échelle du Sahel, mais à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je ne conçois pas que c'est la vocation de la France ou de son armée, ou la vocation de l'armée de quelque autre pays de venir faire la guerre à notre place. Nous avons à faire en sorte que nos forces soient efficaces, qu'elles soient bien entraînées, qu'elles soient bien équipées, c'est leur tâche à elles. Elles l'accomplissent avec beaucoup de courage, mais elles sont en train d'apprendre. Sédou Kaoussen Maïga, un président du Niger, on va dire, qui est quand même très au fait des difficultés de son pays et des armées de la région. Il le dit clairement, ce n'est pas à la France de faire notre combat, c'est à nous-mêmes de le faire. Nous avons commencé, nous essayons de nous améliorer. Très au fait, je ne dis pas ça parce que un soi-disant président qui vient dire que son armée n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne, mais on est vraiment surpris de tels propos. D'autant plus qu'il le dit devant Macron, c'est comme s'il légitimait tout ce que Macron disait. Moi, je suis toujours d'avis que la France n'est pas là pour faire la guerre à notre place. Mais dire que, écoutez bien ce qu'il a dit, que nos armées seront aguerries. C'est-à-dire que c'est comme si c'est maintenant que l'armée nigérienne, malienne, burkinabé et autres vont commencer à apprendre à faire la guerre. Il faut renforcer. Il parle de renforcement. Non, il parle moi j'ai écouté tout son discours, il dit qu'ils seront aguerris. C'est comme s'ils ne sont pas aguerris. Notre armée a connu quand même pas mal d'expériences, n'est-ce pas, et de guerre, on va dire, malheureusement fratricide, des rébellions, qui ont fait cette armée aguerrie. Donc maintenant, dire que notre armée n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne,
je pense que ce n'est pas le rôle de quelque homme politique que ce soit. Parce que même les hommes politiques de l'opposition mettent des gants quand il s'agit de parler de la sécurité de l'armée. Personne ne peut essayer de dire que l'armée n'est pas à la hauteur de sa mission, même si c'était vrai. Même si c'était vrai, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, monsieur Johannes, quand on dit que les colonels ne sont pas... n'ont pas droit d'être ou n'ont pas vocation à être au pouvoir. Mais qui sont ceux qui meurent au front? Ce n'est pas les militaires? Cela leur donne le droit même d'être en première ligne du pouvoir politique. Parce que les civils, qu'il s'agit du Nigeria, du Niger ou du Mali, les seuls exemples dont j'ai des preuves, ou même du Burkina, tous ces civils-là qui étaient aux têtes des ministères de la Défense ont détourné les moyens destinés à l'armée. Donc, il est légitime que les officiers se les remplacent à ces places-là. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, le ministre de la Défense, c'est un ingénieur des mines. Que voulez-vous qu'il connaisse à la guerre? Que voulez-vous qu'il connaisse ou qu'il comprenne à la guerre et à l'armée? À mon avis, dans le contexte sécuritaire actuel du G5 Sahel ou du Sahel, c'est même les militaires qui doivent diriger le pays. Parce qu'on a vu les exemples, ils ont été à la hauteur. Donc, vraiment, M. Bazoum, le résident de la République du Niger, il n'est pas du tout à la hauteur de la tâche qui est la sienne. Un homme politique doit mesurer les propos qui sont les siens quand il parle à des individus. Tout à l'heure, M. Cissé parlait d'une tentative de réconciliation avec la société civile. Il a rassemblé tous les acteurs de la société civile, il a fait des promesses et il a dit de l'aider pour lutter contre la corruption. Et l'aide qu'il veut, c'est qu'ils dénoncent tous les actes qu'ils auront constatés. Mais comment est-ce qu'ils peuvent dénoncer des actes dont ils n'ont pas la connaissance? Et même si ces actes sont dénoncés, personne, sauf si la personne est de l'opposition, personne n'est arrêté. Il y a un monsieur qui s'appelle Ibou Karadje, qui a été à la présidence de la République comme directeur administratif et financier, qui a détourné des milliards. Il n'y a pas eu procès, qui aurait détourné des milliards. Il n'y a pas eu procès encore. Mais il a été arrêté. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté s'il n'y a pas de... Bon, une présomption de innocence. Mais le monsieur a dit qu'il y a au moins plusieurs ministres actuels, dont le fils du président, de l'ancien président Issoufou, qui sont impliqués dans des scandales financiers, dans son propre scandale qu'il a mis aux arrêts. Mais personne n'est inquiété, ça fait plus de 3 mois. Et quand on veut arrêter quelqu'un, un acteur de la société civile, ou un opposant, c'est en une journée, tout est fait, M. Johannes. Donc, il faut que M. Bazoum balaye devant sa porte. Mais du coup, le débatteur l'ont dit, il faut qu'il balaye devant sa porte. D'abord, il n'a pas de légitimité nationale. Il n'a pas une assise nationale. Il n'a pas pu se réconcilier avec l'opposition, avec la société civile. Tout ça sont des problèmes qu'il faut régler. Maintenant, aller à Paris pour faire les yeux doux et puis faire le discours que Macron veut contre le Mali, c'est déshonorant pour le Niger, sincèrement. On vous aura compris, la France maintiendra à terme 2500 à 3000 militaires au Sahel. On parle donc de retrait de la force française actuelle déployée au Mali et dans la région, puisque ce n'est pas qu'au Mali qu'opèrent les forces françaises. Elles opèrent bien évidemment au Niger, elles opèrent aussi au Faso. Elles opèrent parfois au Tchad aussi, puisqu'il y a des soldats français là-bas. Il y en a aussi en Côte d'Ivoire. On parle de Takuba aujourd'hui. Selon vous, quelle est votre lecture on va dire, de ce retrait programmé donc de la force Barkhane et donc de cette, on va dire, repositionnement à travers Takuba et bien moins de soldats français sur le terrain finalement? D'abord, il faut notifier que ce retrait n'est pas anodin. N'est pas anodin parce que le peuple malien n'en veut plus. Pourquoi le peuple malien n'en veut plus? La force Barkhane a échoué. Simplement. Il y a une disharmonie totale entre la présence militaire au Mali et les percées djihadistes au Mali. Avec un dispositif aussi impressionnant, on ne peut pas s'attendre encore à une décadence sécuritaire au Mali. Donc il y a une disharmonie. C'est clair que la force Barkhane a échoué. Et c'est ça le vrai problème du djihadisme. Vous avez vu en Afghanistan aussi, après 20 ans, les États-Unis ont échoué, ils ont replié. Il est clair aujourd'hui que tout le monde sait que les talibans vont reprendre le pouvoir
en Afghanistan, c'est évident. Donc, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il faut laisser les Maliens s'occuper de leur sécurité. Quand Bazoum dit que ce n'est pas la France de venir assurer la sécurité au Mali, mais il est dans un oscillement total. Il a raison. Mais il est qu'à accompagner la France pour partir du Mali. Parce qu'aujourd'hui, Macron compte sur Bazoum pour projeter son dispositif militaire au Niger maintenant. La France Macron aura sa base maintenant au Niger. C'est ce qui est en train d'être projeté. Ah bon? Absolument. Attendez-vous les jours à venir. Ce sera ça. Donc le retrait, ça ne sera pas effectif selon vous? Mais comme vous venez d'évoquer 2500 à 3000 hommes, ça veut dire quand même une présence. Il y a juste un redéploiement du dispositif. Ça ne change pas. Donc la France est toujours présente au Mali. Quand elle est au Niger, elle est au Mali. Absolument. Donc la France ne part pas. Elle ne partira jamais. Tant qu'il n'y aura pas une volonté politique, une ferveur populaire, pour finir avec ces accords coloniaux jusqu'aujourd'hui, qui pérennisent jusqu'aujourd'hui, la France va toujours rester. Parce que vous vous souvenez que Jacques Chirac a dit, sans l'exploitation de la richesse africaine, la France n'aura même pas 95% de la richesse qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est très important. Bon, comment vous pouvez comprendre et c'est ça encore le problème de la force revient. La France est la France. Pourquoi? Parce qu'elle a une puissance militaire. Elle est la première puissance militaire en Europe, au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, parce que l'Angleterre est partie. Donc la France demeure la première puissance militaire au sein de l'Union européenne. Et c'est cette fois, ils sont venus coloniser par quoi? Par les armes. C'est ça. Et comme je le disais tout à l'heure, on a toujours voulu nous faire croire qu'il ne faut pas... il faut négliger nos armées, il faut diaboliser nos armées, nos militaires, et ne pas les armer. Et nous, civils, on nous a toujours fait croire que lorsqu'une armée est puissante, elle va se retourner contre la population. Et je crois, je l'ai toujours dit, le Mandela en Afrique du Sud a commis l'erreur la plus monumentale possible en détruisant cette bombe atomique qu'on avait avant, parce que ça aurait fait un effet de dissuasion. Il n'y a plus beaucoup de guerres, enfin il n'y aura plus, je ne vois pas une guerre mondiale aujourd'hui, parce que beaucoup d'États se sont procurés de la bombe atomique. Alors vous avez peur de moi, j'ai peur de vous. Et c'est ça aujourd'hui le monde d'aujourd'hui. Vous avez vu l'Algérie. L'Algérie, c'est la première puissance militaire, la deuxième puissance militaire au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Et l'Algérie sera très présente. Maïga l'avait évoqué une fois ici. Elle sera maintenant présente. L'Algérie est en train de gesticuler, très content, parce que leur coup a marché. Aujourd'hui, c'est sur eux que même Macron compte aujourd'hui pour céder un peu de la place pour assurer la sécurité, parce que l'Algérie a une force militaire impressionnante. Donc, les armes sont importantes aujourd'hui pour défendre la souveraineté, la sécurité de nos pays. Absolument. Mais on a l'impression, Lamine Cissé, que au niveau de la région, on a l'impression que quand les territoires sont conquis, eh bien, il y a un déficit, sinon il y a une absence des armées régulières à occuper ces endroits-là. Le problème s'est posé au Mali plusieurs fois, où on a eu l'impression que l'armée fuyait ses responsabilités. Même aujourd'hui encore, il y a des endroits au Mali où l'armée n'est pas allée, où ce sont plutôt les groupes, notamment au niveau de l'Azawad et autres, qui ont donc déployé des hommes. Oui, parce que la France a permis cela. Parce que la France a permis cela. Il faut voir les... La responsabilité n'est-elle pas africaine? Non, avant le démantèlement de la Libye, mais il n'y avait pas ce problème-là. Le Mali contrôlait son territoire. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi l'armée... C'est ce que je suis... Pourquoi l'armée refuse d'occuper ces endroits-là? On ne peut pas parler des effets sans parler des causes. Absolument. Les effets sont faits par les causes. Donc, quand on laisse les causes, on fait une analyse aérienne. C'est ça le problème. Il ne faut pas occulter que les armées l'armement le plus sophistiqué est rentré au Mali avec les djihadistes qu'avec le démantèlement de la Libye. C'est ça, c'est ce qui a fait que l'armée malienne a reculé. On ne pouvait pas. C'est-à-dire que même si toute la CEDEAO se réunissait, ils ne pouvaient rien contre. Mais aujourd'hui, la situation a évolué. Aujourd'hui, rien n'a évolué. Ce qui a évolué est que la France, l'occupation militaire et étrangère sur les zones les plus stratégiques, c'est Kidal, la France dit qu'il va quitter Kidal, Meneka, etc. C'est là où il y a le jus est là. C'est là où il y a tout le problème. Mais ça dit que tant nous, on ne veut pas dire que la France part. Nous voulons que la France change de manière de coopérer, qu'elle soit sincère, plus sincère avec les Africains. Parce que qu'on aille avoir une coopération avec la Russie ou la Chine,
Et nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Si la France est dans cette dynamique, pourquoi la France part? Mais la France part parce que la France est dans une position colonialiste. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire de prédateur. C'est ça que nous disons. Cette France, cet État français. Maintenant, je suis vraiment totalement d'accord avec le discours de Bazoum, hein, parce que s'il dit que... Nous avons dit sur ce plateau-là qu'il faut que les facteurs endogènes soient mis en branle pour aller contre les djihadistes. Mais maintenant, il faut les outiller, l'armement, l'information. C'est de cela dont on a besoin de... Parce que ces djihadistes-là, les 80% de ces djihadistes-là sont des nationaux. Ils ont fait quoi pour acquérir ces armements et toutes ces puissances-là pour mettre en déroute? On dit que la guerre est asymétrique. Donc il faut former nos gens à aller contre cette guerre asymétrique. Quand quelqu'un vient asymétrique, toi aussi il faut être asymétrique pour le combattre. Alors donc, ils ont déployé toute une armada, toute une logistique, toute une technologie. Finalement, les territoires sont occupés. Le Mali est toujours... tout le territoire malien n'est pas occupé par l'armée nationale. Ça pose un problème. Nous, on n'a pas eu de résultat. Et nous avons dit que la France est entièrement responsable face à cette situation-là. C'est pourquoi, excuse-moi, il y a un problème de géopolitique, il y a un problème d'intérêt, il y a un problème de combat, de puissance pour le Sahel. J'ai toujours dit, cette bande de la Mauritanie jusqu'au Tchad est très, très importante dans le dispositif, dans le monde aujourd'hui. Donc, il faut créer des troubles et l'occuper militairement. Maintenant, la France, je crois qu'il comprend maintenant le cri de cœur des populations. Il comprend qu'il y a une certaine révolution mentale. Je vous ai dit sur ce plateau-là, en 2012, je crois, le Sénat français a fait un rapport de plus de 500 pages où il attirait l'attention de la France sur sa politique en Afrique pour dire qu'il faut qu'il change radicalement. Sinon, le peuple africain, n'est-ce pas, va se réveiller et la France va être mise au banc des accusés. Il y a 7 points essentiels que je ne peux pas développer ici, que le Sénat a dit à l'État français d'abonder dans le sens là. Ils sont même allés pour dire à la France de réécrire l'histoire africaine avec les historiens africains et d'enseigner cela aux populations françaises pour que les Français qui grandissent comprennent que l'Africain a été en amont et en aval dans le développement de cette France-là. Mais c'est le contraire qui est dans la conscience collective. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui est dans la conscience populaire africaine. Surtout cette jeunesse qui connaît, qui comprend, diplômée, et qui veut aller de l'avant, et qui veut préserver sa richesse et sa puissance. Parce qu'en fait, c'est l'Afrique qui va compter dans les 10 années qui viennent, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que c'est le tour de l'Afrique. Alors que les dirigeants le veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, les populations veulent les y amener. Ça, c'est clair et net. C'est donc, Hossein Maïga, on a l'impression que M. Guérin parlait de l'Algérie tout à l'heure, le président Bazoum Mohamed s'y rend, justement. Positionnement de l'Algérie, on va dire que l'Algérie va commencer à s'épaissir dans la région ou dans la résolution des conflits au niveau du Sahel. Oui, en fait, nous avons souhaité cela depuis longtemps, que l'Algérie s'implique militairement, mais malheureusement, sa constitution l'empêchait parce que la constitution de cet État qui a été forgée dans la résistance et contre l'oppresseur français, ils ont eu leur indépendance par la force, tout ça. Donc, ils ont une indépendance qui empêche et qui interdit à l'armée algérienne d'intervenir hors de ses frontières. Mais ils ont changé une disposition constitutionnelle qui leur permet, au cas où l'Assemblée aura voté aux 2 tiers, que cela soit possible. Donc, maintenant, peut-être que cela serait possible à l'avenir. Parce que l'Algérie, tous nos militaires sont formés soit au Maroc ou en Algérie. C'est une puissance militaire. Qui plus est, la frontière qu'elle a avec le Mali font qu'elle est incontournable. Pas seulement le Mali, et le Niger aussi. Elle est incontournable dans la gestion de la question sécuritaire. Maintenant, est-ce qu'elle est sincère? C'est vrai que Bazoum a été là-bas. Et déjà, les frontières ont été ouvertes parce qu'elles étaient fermées depuis plusieurs mois. Est-ce que cela veut dire que l'Algérie va coopérer militairement? Moi, sincèrement, j'en doute. J'en doute, mais ce que je sais, c'est que l'Algérie influence fortement les groupes islamistes. Parce que si le terrorisme s'est installé
au Sahel, c'est à cause de l'Algérie. C'est-à-dire c'est elle qui a chassé le GSPC, qui est devenu la famille, tout ça encore l'histoire. Elle a chassé les djihadistes de son territoire pour les installer dans le Sahel, alors que ce sont des Algériens, ce n'est pas des Maliens ou des Nigériens, les émirs dont on parle. Et aujourd'hui, c'est eux qui font vraiment la force de tous ces groupes djihadistes et tous ces katibas. Donc, j'espère que l'Algérie va être sincère, mais à mon avis, j'en doute sincèrement et j'attends juste de voir les preuves. C'est mon souhait qu'elle le soit. Mais je doute vraiment qu'elle soit sincère en cela. Parce que dès qu'elle va commencer à combattre des groupes terroristes, ils vont revenir sur son territoire pour la combattre. Et c'est ça qu'elle ne veut pas. Donc, à mon avis, elle n'ira pas jusqu'à agir sur le terrain. Elle va coopérer militairement comme elle a toujours fait. Elle va aller un peu plus peut-être dans le renseignement stratégique avec la surveillance aérienne. Mais je ne pense pas que l'Algérie va agir sur le terrain parce que si elle le fait, elle a peur de la réaction des djihadistes qui vont commencer à agir sur le terrain algérien. Alors, Emel Guérin, nous allons parler du Niger. Hein. Il y a beaucoup à dire encore sur le pays, probablement revenir encore pour d'autres émissions sur la question. Le président Mohamed Bazoum a donc décidé d'échanger avec beaucoup de composantes de la société, notamment la société civile, qui, on le rappelle, sous l'ancien président Issoufou Mahamadou, avait, on va dire, subi de nombreux écueils. Beaucoup de leaders de la société civile ont été embastillés. Il y en a encore qui, si je ne m'abuse, sont détenus. On a senti que le président Bazoum Mohamed a envie de discuter avec ces gens-là, on va dire, de remettre les cartes sur la table. Selon vous, est-ce que c'est quelque chose déjà qu'il faut saluer, le fait que le nouveau chef de l'État reçoive la société civile qui, durant 10 ans pratiquement, a eu beaucoup de difficultés avec l'ancien régime? Je dirais qu'il est en train de trouver la bonne formule, parce que l'une des raisons pour lesquelles, des causes pour lesquelles les peuples africains ne veulent plus la présence française, enfin l'État français, de cette politique coloniale-là, c'est l'impopularité des régimes locaux, simplement. Alors lorsque vous ne travaillez pas avec la société civile, vous devenez impopulaire. Lorsque vous embassez, vous mettez tout le monde en prison, vous devenez impopulaire. Et Bazoum, tel qu'il est venu au pouvoir, qu'on l'a vu avec ses contestations, doit travailler pour sa légitimité. Donc il a tout intérêt à impliquer la société civile, à régler les problèmes de façon holistique, comme l'a souhaité Lamine, libérer les détenus politiques. Tous les détenus politiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les sociétés, bon nombre de sociétés civiles nigériennes, se sont regroupées dans une plateforme pour formuler ces revendications. S'il cède, s'il répond favorablement, je crois que ce sera une très bonne chose pour lui, pour son mandat, parce qu'il est à l'entame du mandat. On ne sait jamais ce qui va arriver, et comme vous le savez, les militaires ne sont jamais loin. Au Niger, c'est une question très sensible. Lamine Cissé, rapidement sur la question, avant que je ne donne la parole à Seydou Kamsen Maïga. Non, vous savez, Bazoum, nous, dans le milieu intellectuel sénégalais, Bazoum a fait l'université de Dakar. Dans le milieu intellectuel sénégalais, il y a mes militants, les gens avec qui on partage les mêmes causes politiques, ont jubilé. On dit que Bazoum est un homme simple, engagé, il va gouverner le Niger autrement. Quand ils ont vu des actions là, ils sont en train d'écrire sur les réseaux pour dire vraiment, oui, on attendait ça de lui. Moi, j'ai dit, je veux wait and see, je veux voir. Mais il faut qu'il aille plus loin, parce qu'il sera resté dans l'histoire et être un homme nouveau seulement quand il va libérer les consciences démocratiques, quand il va libérer les prisonniers politiques, quand il va rétablir dans leurs droits les gens qui ont été injustement privés de leurs droits politiques et civils. C'est extrêmement important pour la stabilité du Niger. Et il le sait, il sait ce qu'il doit faire. Et dans les indiscrétions, il paraît qu'il y a des tractations, mais qu'il aille plus loin. Parce que, vous savez, cette stabilité-là, on a besoin de ça à l'intérieur de nos pays. Il va donner un exemple. Il donnera un exemple pour les autres pays de la sous-région. Parce que ce n'est pas le Niger seulement qui est dans ce cas-là. Tous les autres pays, la plupart des pays en Afrique de l'Ouest sont dans ce cas-là. Si lui, il donne le cap, il va impulser une dynamique, et cette dynamique-là peut être copiée partout ailleurs, pour qu'au moins
que cette gouvernance sécuritaire et de paix soit vraiment une réalité en Afrique de l'Ouest. Franchement. Seydou Kassem Maïga, votre lecture par rapport déjà au fait que le président Bazoum reçoive la société civile, échange avec elle et décide d'aller de l'avant, de proposer un nouveau deal, on va le dire ainsi. Oui, moi, à mon avis, c'est une opération de charme qu'il est en train de faire, comme il l'a fait à plusieurs autres groupes. C'est pas sérieux, parce que c'est même pas sincère. Ça dit, Bazoum, comme l'a dit M. Cissé, c'est un philosophe de formation. Un philosophe, c'est quelqu'un qui est dans la rhétorique, dans les beaux mots, dans les belles phrases, la phraséologie, mais au concret, non, je suis sérieux. Dans le concret, il n'y aura rien. Et d'ailleurs, la preuve est que depuis 3 mois, plus de 100 jours, et depuis hier, avant-hier, il n'a pas arrêté un seul acteur des fonds, des détournements des fonds de la défense et de la sécurité qui ont été opérés et qu'il a promis de faire. Les scandales qu'il a connus pendant ces 3 mois, il n'a arrêté personne. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'on peut aller avec ça. À rassembler toute la société civile qui était là sur place à Niamey pour leur promettre d'aller vers plus de liberté. Alors qu'aujourd'hui au Niger, c'est quoi le problème? Quand tu parles à la télé, sur les réseaux sociaux, tu es en Bastille, tu vas en prison. Et maintenant, on n'amène pas plus les gens à la prison civile, c'est la prison de haute sécurité avec les terroristes. Donc vous voyez, tout le problème est là. La justice ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de liberté. Donc il ne peut rien faire tant qu'il n'a pas essayé de faire la justice, de ramener la liberté d'expression et de renforcer la République en tant qu'État démocratique. Mais pour l'instant, moi, je sais que c'est des paroles, il n'ira jamais aux actes. Alors, on voit Seydou Kassem Maïga extrêmement pessimiste, hein. C'est clair, on l'aura compris. Alors, on a l'impression aussi au Niger que, outre la société civile, eh bien, il y a les politiques qui, visiblement, comme Seydou Kassem Maïga le dit, ne voient pas encore assez d'éléments pour, on va le dire, coopérer ou pour se dire, effectivement, nous allons dans le bon sens. Mais la majorité est en prison, il y a la peur qui taraude les pensées, la peur que les répressions dernières ont semé dans la pensée, dans le cœur des gens. Donc certainement qu'ils sont en train de se réorganiser. Maïga vient de dire, vous faites des déclarations contre le pouvoir, vous êtes mis en prison. Donc ça fait reculer l'opposition. Mais ce qui est sûr, moi je compte beaucoup plus sur la société civile pour changer les choses, pour opérer ce changement, cette révolution mentale. Et surtout, je le dis et je le répète, nos chers vaillants militaires sont là. Parce que, vous savez, lorsqu'une nation ne se porte pas bien, qu'est-ce qui se passe? Surtout la situation sécuritaire au niveau de cette région, de notre région aujourd'hui, qui vient vers nous aussi. C'est là aujourd'hui. Et on appelle qui au front? Qui vont mourir au front? Ce sont nos militaires. C'est très important. Donc, je crois que ce président Bazoum, moi, je ne compte pas du tout sur lui pour changer les choses. Je ne le vois pas changer les choses. Il va rester classé. D'ailleurs, tout le monde sait que c'est l'homme de la France. Tout le monde le dit. Je l'ai suivi lors d'une interview qu'une de vos confrères, lui a accordée. On lui a posé exactement la question. Tout le monde vous traite de l'homme de la France. Il avait du mal à répondre simplement. Donc on l'a vu avec sa déclaration qu'il vient de faire à côté de son papa, on l'a vu. Et donc je ne vois pas du tout Bazoum changer les choses. Il va toujours rester sous la tutelle de Issoufou, qui l'a nourri pendant 30 ans, politiquement parlant. Donc ce n'est pas parce que pour moi qu'il est philosophe, mais il n'a pas... Vous avez lu son programme, c'est bidon, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, et lui-même l'a dit qu'il vient pour la continuité. Donc il n'y aura pas de changement. Son discours est clair. Il va continuer. Le discours, Emel Guerret, je ne vous arrête pas, le discours qu'on tient pour prendre le pouvoir est souvent différent du discours et de l'acte. Par la suite, on a vu de beaux parleurs prendre le pouvoir. Quand un président africain, élu par le peuple africain, va sur le perron de l'Élysée pour dire des choses comme ça, vous voyez que ça gêne. Sur son voisin, ça pose un problème. Lamine Cissé. Moi, je l'ai vu dans son discours d'investiture. Il a pris en compte les préoccupations de l'opposition. Moi, c'est-à-dire que c'est pourquoi je le prends au mot. Et quand vous avez dit une inquiétude par rapport à la France, il est beau dans le costume, hein, mais je préférerais qu'il porte son boubou pour aller à l'Élysée. Je préférerais que quand Macron vienne à Niamey, qu'on lui donne le grand boubou qu'il porte. Là, on va savoir qu'il y a un échange. Bon, je crois que
selon la situation, on change de comportement. Je crois que le président Bazoum doit se départir de son manteau d'appartenance politique, là où il est. Parce que vu les conditions dans lesquelles lui, il est venu au pouvoir, vu les 10 ans de Youssoufou, dont il est comptable, s'il veut gouverner dans la paix, il veut gouverner dans l'apaisement, il veut faire des résultats, il doit faire des sacrifices. Maintenant, ce n'est pas d'attendre, hein. C'est maintenant. Parce que le Niger, le peuple nigérien n'a pas besoin d'attendre. C'est aujourd'hui, tout de suite, qu'il doit ouvrir une concertation avec l'opposition, recevoir tous les chefs de l'opposition et leur dire que le Niger, c'est nous, ensemble, nous devons construire ça là. Et c'est départir de ces méthodes. C'est lui qui a dit. Il dit que il va mettre fin à la guerre entre l'opposition et le pouvoir au Niger. Mais quand est-ce qu'il le fera? Le Niger n'attend pas, le peuple nigérien n'attend pas. Donc je crois qu'il n'a qu'à aller vers la description totale. Là, il va être un Bazoum que nous attendons. Il sera aujourd'hui, en ce moment, un homme nouveau. Mais tant qu'il est dans les tergiversations, il sera toujours, il va porter le fardeau de président Youssoufou jusqu'à la fin de son mandat. Et ce ne serait pas bien pour le Niger. Seydou Kaousen Maïga, votre mot de fin? Moi, je pense que pour un peu juste informer un peu mes amis, je les informe que le CEN, c'est-à-dire le comité exécutif national du parti au pouvoir, a condamné la proximité de Bazoum avec la société civile et d'autres acteurs d'autres partis qui ne sont pas de la mouvance présidentielle. C'est dire que M. Bazoum, ils l'ont même dit dans leur déclaration, qu'il n'est pas au pouvoir à cause de lui-même, mais à cause d'eux. Et que sa légitimité du PNDS et pas de lui ou de son assise populaire. Donc, il a un problème de légitimité qu'il doit consolider, ou en tout cas, il va aller droit dans le mur parce que tant qu'il n'y a pas un apaisement, un climat apaisé socialement, il ne pourra rien faire au Niger. Maintenant, il faut qu'il joigne ses paroles aux actes parce que dans tous les cas, il a la réalité du pouvoir, c'est vrai, même si pour nous, il n'est pas président, c'est un résident de la République. Donc, il faut quand il parle, il sache ce qu'il dit et qu'il sache que le monde entier l'écoute et qu'il humilie le Niger s'il ne joigne pas, s'il n'arrive pas à joindre ses paroles aux actes. Et le Niger a besoin de paix et de continuité de la démocratie, pas de dictature qui se dit démocratie. Le Niger a besoin de paix, de stabilité, de démocratie. On retiendra ces mots de vous. On a compris à travers votre lecture qu'il y a quand même quelques motifs d'espoir, ou tout au moins que vous pointez la responsabilité du chef de l'État quant à la décrispation de la tension politique au Niger et pourquoi pas pour les pays limitrophes aussi. Vous êtes Seydou Kaousen Maïga, coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout. Sur ce plateau, face à vous, Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise, Lamine Sissé, écrivain, expert en communication politique. Messieurs, merci pour votre disponibilité pour ce plateau débat qui donc a été consacré à la sortie du président Mohamed Bazoum à Paris et de ce que cela implique pour le Mali, mais pour le Niger et aussi pour la sous-région ouest africaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.